Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Je suis André Loez et j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui l'enregistrement réalisé il y a quelques semaines de l'Université populaire Les Mercredis des Révolutions, qui porte sur les enjeux de transmission familiale de la politisation et révolutionnaire en particulier. Il sera notamment question de Guizot ou encore des 68 arts dans des présentations très riches. Pour en parler, je vais tout de suite laisser la parole à Carole Christen, que les auditeurs et auditrices du podcast connaissent bien, qui préside la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, et qui organise ce cycle de conférences-débats. Dernière précision, on a une prise de son qui est imparfaite dans la salle de la mairie du 18e à Paris où ont lieu ces rencontres, donc ayez de l'indulgence, c'est passionnant sur le fond. Rendez-vous mercredi prochain 12 février pour la prochaine séance, où il sera question de graffiti politique. Merci, et très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Christen, professeure d'histoire contemporaine à l'université Le Havre-Normandie et présidente de la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle, qui organise l'Université populaire Les Mercredis des Révolutions, qui se déroule une fois par mois à la mairie du 18e arrondissement à Paris, en partenariat avec Politis, Mediapart, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, et bien sûr Parole d'Histoire, le podcast d'André Loez, que je remercie chaleureusement de diffuser les séances de cette université populaire. La première séance de la 8e saison de cette université populaire n'avait pas pu être enregistrée. C'est donc la deuxième séance de la nouvelle saison qui est diffusée sur Parole d'Histoire. Cette séance s'intitule « La Révolution, une histoire de famille ?» Par cette question, qui croise l'histoire de la famille, de l'intime et des cultures politiques, du personnel au collectif, en situation révolutionnaire, il s'agit de réfléchir à l'engagement révolutionnaire en famille, des couples et de leurs enfants, au moment où ces révolutions se déroulent, et par la suite, à l'affiliation révolutionnaire, à la transmission de l'héritage révolutionnaire au sein des familles en France, dans le passé, en particulier au XIXe siècle, siècle révolutionnaire, et dans le présent, avec les enfants de ceux et celles qui voulaient faire la révolution en 1968. En cette période, chez les militants d'extrême gauche, la politique et l'intime sont indissolublement liés. Les révolutions, celles de 1789, 1830, de 1848 et de 1871 avec la Commune, constituent des séismes politiques d'une ampleur qui se répercutent jusque dans la cellule familiale, plongée dans des situations de conflictualité qui peuvent miner sa cohésion, son équilibre, son fonctionnement. La façon dont les révolutions sont vécues et se transmettent au sein des familles interroge les historiennes et historiens qui, en s'appuyant sur des archives privées de ces révolutionnaires ou de leur entourage, réussissent à pénétrer dans la plus stricte intimité des familles. En 2020, la revue d'histoire du 19e siècle, publiée par la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle, avait consacré un dossier dirigé par Delphine Diaz, Antonin Durand et Romy Sanchez à l'intimité de l'exil, aux familles, couples et enfants, à l'épreuve de la migration contrainte au XIXe siècle, migration contrainte qui est souvent liée aux épisodes révolutionnaires qui traversent le siècle. L'année suivante, un autre dossier de la revue d'histoire du XIXe siècle avait pour thème Ancêtres. Dirigé par Nicole Edelman et Louis Hunker, il portait sur les enjeux culturels et intellectuels de la relation entre mémoire, ancestralité et hérédité durant la seconde moitié du XIXe siècle. En 2022, Camille Lefebvre publiait un très beau livre intitulé « À l'ombre de l'histoire des autres », dans lequel elle s'interrogeait sur le regard qu'une historienne porte sur un passé qui lui est proche, celui des siens, et sur la façon dont la mémoire familiale et la profession historique peuvent se nouer l'une à l'autre sans se confondre. La même année, un colloque était organisé à Valence sur « Famille en révolution et contre-révolution, mobilisation, conflits et transmission politique », 1789 et au-delà. À côté des historiens et historiennes, les descendants et les descendantes de ces hommes et de ces femmes qui ont fait la Révolution ou espéraient la faire, comme ce fut le cas en mai 1968 et dans les années 1970, reviennent aussi sur le parcours de leurs parents et des conséquences sur leur propre vie. Quelles sont les conséquences de l'histoire collective sur les destins individuels de celles et ceux qui sont nés et ont été élevés dans des moments révolutionnaires ? Les engagements politiques sont-ils partagés par plusieurs membres d'une même famille ? Quelles sont les répercussions familiales d'engagements politiques différents ? Et jusqu'où les antagonismes révolutionnaires peuvent-ils conduire les membres d'une même parentèle ? Comment, dans certaines familles, se constitue, s'entretient et se transmet une mémoire politique familiale révolutionnaire, assumée et renforcée génération après génération.
Pour discuter de ces questions, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Diaz, historienne, maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Spécialiste de l'histoire des révolutions et des migrations au XIXe siècle, elle a notamment publié « Un asile pour les peuples, exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er XIXe siècle », paru en 2014 chez Armand Collin, qui a reçu le prix Augustin Thierry de la ville de Paris en 2015, et plus récemment, elle a publié chez Gallimard « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ». L'autre intervenante, Virginie Linhart, est docteure en sciences politiques. Elle est réalisatrice de documentaires politiques, historiques et sociologiques. Elle a également publié plusieurs ouvrages, dont Volontaire pour l'usine, Vie d'établi, 1967-1977, au Seuil en 1994, Le jour où mon père s'est tu, en 2008 au Seuil qui a reçu l'esprit de l'Essai l'Express en 2008, La vie après, également au Seuil en 2012, et plus récemment, L'effet maternel chez Flammarion en 2020 et Une sale affaire, également chez Flammarion en 2024. Ma première série de questions, qui porte sur le XIXe siècle, siècle révolutionnaire, s'adresse à toi, Delphine. Alors tout d'abord, peux-tu nous expliquer comment et pourquoi les historiens et les historiennes du siècle révolutionnaire ont-ils récemment reconsidéré le rôle de la famille ? Bonsoir et merci beaucoup, chère Carole, de cette invitation et de cette présentation. Alors oui, la famille, d'abord, il faut bien voir qu'elle a été longtemps considérée comme une question secondaire, mineure, marginale, pour tous les historiens du politique. Et ça vaut aussi pour les historiens du politique qui s'intéressent au XIXe siècle. Or, à partir des années 1960, qu'on abordera plus tard avec la deuxième intervenante, Virginie Linhart, on sait que tout est politique. On sait que tout est politique, y compris le foyer, la façon dont fonctionne un couple, la façon dont fonctionnent les relations parents-enfants, l'intimité, est aussi politique. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a eu une prise en considération de cette histoire de famille, de couple, de relations familiales dans les recherches en histoire politique. Ces nouvelles recherches montrent aussi que la famille est une cellule de socialisation, d'expérience et de transmission historique et politique. Et ici, je reprends la formule employée par l'historienne Camille Lefebvre dans son très beau livre « À l'ombre de l'histoire des autres », sorti aux éditions de l'EHESS il y a 2 ans. La famille, donc, comme lieu de transmission d'idées politiques, d'abord au sein du couple, qui est le noyau fondateur de la famille nucléaire, mais aussi entre les parents et les enfants, selon une relation hiérarchique qui est très très forte aussi au XIXe siècle, de la même manière que la relation au sein du couple entre époux et épouse n'est pas une relation horizontale du fait de l'organisation patriarcale de la société par le Code civil notamment. Alors, à côté de ces formes de transmission des idées, qu'elles soient donc très verticales parfois, comme entre parents et enfants, ou qu'elles soient plus horizontales, au sein des fratries, entre les frères et les sœurs, eh ben, on va voir qu'il n'y a pas seulement, on ne peut pas seulement penser la famille nucléaire comme espace de transmission des idées politiques au XIXe siècle, mais il y a aussi tout le rôle de la famille au sens plus vaste du terme, de la transmission des idées, des cultures, des savoirs politiques d'une génération à une autre. Et ça, il va en être beaucoup question ce soir, comment finalement, sur plusieurs générations, se transmet pas seulement une mémoire de la Révolution, mais aussi des manières très concrètes de faire la Révolution, de la représenter, de la dire, de la chanter aussi parfois. Alors, ces travaux sur l'histoire des familles à la croisée de l'histoire du politique ont des résultats assez ambivalents. On voit que parfois les révolutions peuvent resserrer les liens à l'échelle d'une famille, au contraire éloigner les différents membres qui la composent. Donc comme l'a dit Carole en introduction, il y a eu effectivement pas mal de travaux récents qui se sont intéressés à ces familles en révolution au cours du long XIXe siècle, siècle de la Révolution par excellence. Alors ici, je présente donc la couverture de 2 numéros de la revue d'histoire du XIXe siècle, qui est la revue de la Société d'histoire de 48, qui est la société à l'origine, une des organisations, une des associations à l'origine de ce cycle des mercredis des révolutions.
Donc 2 numéros qui ont parlé justement de cette question de la famille, de la transmission sur plusieurs générations. Le numéro donc, qui a été présenté tout à l'heure, qui va circuler dans l'intimité de l'exil, et le numéro Ancêtres, qui a été dirigé par Nicole Edelman et Louis Hinquert en 2021. Et donc ici également la couverture du livre issu du colloque évoqué par Carole à l'instant, qui va évoquer donc les familles durant la Révolution française, les familles en révolution mais aussi en contre-révolution, puisqu'il faut bien voir aussi que ces 2 questionnaires vont être très très associés, comment on vit la Révolution mais aussi comment on vit la contre-révolution, et le livre va sortir donc en janvier prochain. Concrètement, comment apprend-on à faire la révolution en famille au XIXe siècle? Est-ce que tu aurais des exemples, comment au sein d'une famille ça s'apprend ou ça ne s'apprend pas? Voilà. Alors oui, on a notamment, comme tu l'annonçais en introduction, beaucoup de sources sur la façon dont on se frotte aux pratiques révolutionnaires. En particulier, on a de nombreux écrits du fort privé, des mémoires, des correspondances, des autobiographies qui racontent finalement comment, de génération en génération, on peut se transmettre une pratique de la Révolution. Alors, par exemple, je commencerai ici, mais il y en aurait vraiment plein d'autres, par les souvenirs d'une morte vivante de Victorine Brochet, qui commence par raconter son expérience de petite fille en 1848. Elle est née en 1839, donc elle est toute petite quand la Révolution de février a lieu. Et c'est assez drôle parce qu'elle commence par raconter cette vision de la pratique révolutionnaire de son père, qui est un républicain engagé. Et elle dit, en fait, mon père était très actif. Il était très souvent absent. Donc finalement, ça va faire écho aussi à ce que va dire Virginie Linard, je pense, de son expérience de fille de révolutionnaire 68 art. Finalement, il y a aussi une expérience de l'absence pour les enfants. Donc c'est pas tout de suite qu'on est confronté à ces pratiques révolutionnaires, et d'autant moins lorsqu'on est une fille, où les choses se posent aussi de manière différente. Alors, en plus des écrits personnels laissés par des révolutionnaires qui ont été formés en quelque sorte par les pratiques de leurs parents, on a aussi des archives qui peuvent être utilisées quand on veut faire justement l'histoire de ces familles qui se frottent au savoir-faire de la Révolution. Ce sont les archives administratives. Là aussi, on va pouvoir trouver des traces de cet apprentissage de la Révolution. Et quand je pense aux archives administratives, ici je pense à une archive particulière sur laquelle j'ai travaillé, à savoir les archives des commissions des récompenses nationales. Il faut savoir qu'au lendemain de juillet 1830, de la Révolution des Trois Glorieuses, au lendemain de la Révolution de février 1848, qui va amener donc la République, la Seconde République en France, on va avoir la mise en place assez rapide de commissions qui se chargent de récompenser les insurgés. Et ces commissions, donc, elles vont recevoir plein de lettres, d'attestations, de certificats, de dossiers, de la part d'anciens insurgés, de leurs familles lorsque ces insurgés ont perdu la vie, par exemple aussi, qui vont nous permettre un petit peu aussi d'entrer dans l'intimité, finalement, de ces familles en révolution. Alors, vous avez notamment un livre important sur cette question des récompenses nationales, qui est le livre de Louis Hinquert, Citoyens combattants. Citoyens combattants, donc, qui est paru en 2008 et qui éclaire justement à la lumière de ces archives des récompenses nationales le sort des insurgés et de leurs familles, en montrant comment on n'est pas un révolutionnaire tout seul, on est souvent ancré dans des relations familiales, dans des relations de voisinage qui vont être déterminantes pour expliquer l'entrée en révolution, par exemple. Alors de mon côté, je me suis surtout intéressée aux archives de ces différentes commissions qui concernent les insurgés étrangers, parce que c'est un petit peu ma marotte de travailler sur les étrangers en France au XIXe siècle et au-delà. Et je me suis confrontée à de nombreux dossiers où on a en fait des insurgés étrangers qui vont réclamer des récompenses non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour présenter leurs fils engagés avec eux. Donc typiquement ici, une famille qui m'a intéressée, c'est la famille du serrurier Templeman. Il est originaire de Prusse. Il est installé à Paris depuis un petit moment. Donc il est né, le chef de famille est né en 1797. Et donc, quand il s'engage en février 1948 sur les barricades, il a déjà un fils âgé de 19 ans.
Et très logiquement, il va emmener avec lui son fils sur les barricades, qui va lui aussi donner le coup de feu. Et tous deux donc demandent une récompense pour leur engagement collectif commun dans la Révolution de février 48. Et donc, à travers ce dossier, on peut voir à la fois les différentes étapes de l'engagement du serrurier dont je parle, à savoir qu'en fait, il est en France depuis un certain moment, qu'il a participé déjà à d'autres émeutes en amont de 48, comme c'est souvent le cas au XIXe siècle. On a des engagements à différents moments de ces insurrections qui ont pu ou non donner lieu à des révolutions politiques. Par exemple, là en l'occurrence, Templeman, il a été blessé lors de l'émeute de juin 1832 à Paris, d'un coup de feu à l'épaule droite, et donc il raconte aussi toutes les étapes de son engagement et annonce l'engagement à venir de son fils, qu'il présente comme un défenseur de la liberté. Donc des mots assez grandiloquents pour permettre aussi finalement d'asseoir cette tradition familiale qu'il a construite de l'engagement au profit de la liberté des Français, qui est conçue ici comme une liberté universelle dans ce dossier de serrurier d'origine prussienne. Alors d'autres exemples de familles peuvent être convoqués. Là, j'ai parlé de familles où on va très concrètement prendre les armes sur une barricade. Mais il y a aussi des familles dans lesquelles ça ne va pas se traduire de cette manière-là, forcément, où on va plutôt avoir, par exemple, une forme de transmission d'héritage de pratiques contestataires, plus que d'emblée de pratiques insurrectionnelles. Et j'aimerais prendre ici un autre exemple, là encore d'une famille étrangère, la famille Meckarski. La famille Meckarski, c'est une famille justement où, par excellence, on va transmettre des pratiques, des idées contestataires. Alors, Meckarski, vous ne connaissez peut-être pas, peut-être que vous connaissez mieux un autre patronyme que j'ai indiqué ici, Minck, qui est celui porté par Paul Minck, donc une célèbre communarde. Paul Minck, qui est né en 1839 à Clermont-Ferrand, et qui était une fille de réfugiés polonais. Il faut savoir qu'en 1830, dans le sillage de la révolution des Trois Glorieuses à Paris, se sont produites plusieurs révolutions en Europe, l'une à Bruxelles, qui va permettre notamment d'aboutir à l'indépendance de la Belgique, et puis une autre à Varsovie, qui a une très très grande importance. Et au lendemain de la répression par la Russie de cette insurrection polonaise, on a un exil important à l'époque, certainement 8000 personnes qui quittent la Pologne. Il n'y a pas encore d'État polonais à ce moment-là, la Pologne est éclatée encore. Qui quittent la Pologne, et une grande partie de ces anciens insurgés de la révolution dite de novembre, parce qu'elle a commencé en novembre 1830 à Varsovie, arrivent en France. Et parmi ces exilés polonais, il y a donc le père de Paul Minck, qui s'appelle donc Jean Nepomucen Meckarski, qui est un réfugié donc originaire de la noblesse, et malgré son origine noble, il va être, comme bien d'autres réfugiés étrangers accueillis alors en France, assigné à résidence dans un dépôt de réfugiés à Clermont-Ferrand, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque à l'époque, on cherchait absolument à éloigner les réfugiés de Paris et à les éloigner des frontières extérieures pour éviter qu'ils ne reprennent encore une activité révolutionnaire dans les années après leur installation en France. Et donc cet exilé polonais va devenir collecteur d'impôts, il se marie avec une Française qui va devenir pâtissière. Il se tourne vers le saint-simonisme, qui va beaucoup imprégner toute la famille et expliquer notamment que l'éducation donnée à sa fille, Pauline, dite Paul, a aussi une éducation importante reçue de la part de son père. Et la famille que je vous présente ici, donc, est une famille avec une fratrie de 3 enfants. Pauline, donc l'aînée, Louis, qui est né en 1843, et Jules, né en 1844. Alors Louis, il va plutôt s'illustrer par toute autre chose. Il va devenir un ingénieur reconnu. Il va inventer notamment un modèle de tramway extrêmement célèbre, qui va donner donc le nom du tramway Meckarski. Jules, lui, en revanche, va avoir, comme Paul, une destinée révolutionnaire. Ils ont une enfance relativement privilégiée, puisqu'en fait Jules, lui aussi, devient ingénieur, donc
a priori une situation plutôt stable, malgré l'expérience du déracinement de l'exil qui joue néanmoins un rôle très important aussi dans la façon dont se construisent ces 3 enfants. Alors, Louis, lui, va faire partie d'un groupe de jeunes intellectuels radicaux qui vont ensuite porter un nouveau ferment révolutionnaire à Varsovie en 1863. Donc il va faire la révolution, mais pas en France. Il va retourner à Varsovie plutôt aller à Varsovie, puisqu'il ne connaissait pas encore Varsovie en 1863. Quant à Paul et son frère Jules, ils participent tous les deux à la Commune un peu plus tard. Alors Paul, on sait que, par exemple, sa première pratique contestataire, ça consiste à interrompre une procession religieuse dans les rues de Clermont-Ferrand. C'est le premier moment où finalement elle se met aussi en danger pour ses idées qui sont alors des idées particulièrement radicales. Et Jules et Pauline se retrouvent ensemble, donc combattants de la Commune. Paul Minck, elle, va s'illustrer en devenant l'une des chefs de la Société fraternelle de l'Ouvrière, va s'associer en 1866 à André Léo et Louise Michel pour former une société du droit des femmes. Quant à Jules, lui, il va aussi s'engager, commissaire de police du quartier de l'Europe pendant les combats de la Commune. Alors, que deviennent ces 2 membres d'une fratrie, donc de famille révolutionnaire? Eh bien, ils vont se retrouver tous les 2 en exil, en Suisse, puisque tous 2 vont réussir à échapper à la répression militaire et à devenir donc des réfugiés en Suisse, et vont à leur tour, notamment pour ce qui est de Paul Minck, transmettre ces idées révolutionnaires à leurs propres enfants. Il faut voir notamment que Paul Minck va baptiser certains de ses enfants avec des noms révolutionnaires, ce qui n'est pas non plus totalement inédit à l'époque, mais elle essaye de baptiser l'un de ses enfants tout de même Lucifer Blanqui Vercingétorix et l'autre Spartacus Blanqui Révolution, même si l'officier d'état civil renacle un peu quand même à enregistrer ses prénoms, il faut le dire. Donc voilà, quelques exemples pour commencer de familles où on se transmet une geste révolutionnaire qui se traduit par des pratiques contestataires, mais aussi par des pratiques insurrectionnelles sur plusieurs terrains, pas seulement sur le terrain français. Je te remercie. Et donc, au contraire, quel regard est porté par les familles contre-révolutionnaires qui voient justement la révolution comme une menace, Et donc, est-ce que tu as là aussi travaillé un petit peu sur ces familles contre-révolutionnaires? Alors, sur les familles contre-révolutionnaires, puisque là aussi, on a des travaux qui mettent en valeur le rôle de la famille, de l'intimité, du couple dans ces histoires très politiques, on a énormément de travaux de la part d'historiens, d'historiennes qui travaillent sur les émigrés de la Révolution française, parce que ça a été un très ample mouvement, 150 000 personnes cette fois-ci qui quittent la France à partir de 1789. Et très souvent, c'est cette émigration, puisque c'est le mot qu'on emploie, plutôt que le mot d'exil qu'on va réserver davantage à d'autres formes de migration politique au XIXe siècle, eh bien, ces émigrations ont très souvent, là aussi, contribué à séparer les familles. À séparer les familles, les maris partant plus tôt, parfois, que leurs épouses, et ces séparations même, vont produire aussi des sources. Puisqu'il faut voir que dès qu'un couple est séparé, potentiellement, on va aussi avoir des sources épistolaires, des lettres que l'on s'écrit au sein du couple ou de parents à enfants, qui peuvent aussi nous permettre justement d'entrer dans le quotidien de ces familles émigrées. Et alors c'est sûr que parmi ces émigrés, il y a beaucoup de gens issus des élites, beaucoup de gens issus de la noblesse, mais pas seulement. Et les travaux les plus récents vont aussi montrer, par exemple, le rôle très important qu'ont joué les domestiques dans ces familles émigrées, puisque là aussi, on a des sources qui nous permettent d'éclairer le rôle, par exemple, de la domesticité, nombreuse et souvent féminine, qui a accompagné les familles en exil. Donc ça, ce sont un peu d'autres nouveautés, finalement, on va dire, des dernières années, de ces travaux qui confrontent à la fois l'histoire de la politique, l'histoire de l'exil et l'histoire des femmes, l'histoire des familles.
Alors, un autre exemple que je pourrais citer aussi parmi ces familles dont le quotidien est bouleversé par la Révolution, c'est un exemple, là, cette fois-ci, qui date du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, l'exemple de la famille Guizot. Donc Guizot, qui était le ministre, enfin, le premier ministre, selon le vocabulaire d'aujourd'hui, en février 1848, et qui est chassé par la Révolution de février. Et on peut éclairer finalement sa chute à travers un autre regard que celui des hommes politiques nombreux qui ont parlé de cet épisode, mais à travers le regard de sa fille, de l'une de ses filles, Pauline. Pauline a en effet laissé tout un écrit, tout un récit pour raconter son propre vécu de la Révolution. Une révolution qu'elle vit donc petite fille, mais qu'elle vit donc en entendant par la fenêtre des cris du peuple qui n'arrête pas de dire « à bas Guizot ». Donc il faut essayer de s'imaginer ce que vit une petite fille qui entend que son père est hué de l'autre côté de la fenêtre. Alors Pauline, elle est née en 1831, donc elle a 17 ans en février 1848. Elle a une sœur qui était la préférée de son père, Henriette, et un petit frère. Et donc, elle va raconter très très précisément la façon dont elle vit au jour le jour, heure par heure, cette révolution qui finalement bouleverse totalement son existence, qui accessoirement évidemment bouleverse aussi totalement la vie politique française, et comment elle est conduite peu à peu à la solution de l'exil en Angleterre. Donc elle raconte, elle écrit en fait ce texte pour sa sœur, pour garder une trace de tout ce qu'elles ont vécu ensemble à la fin du mois de février 48. Donc elle dit par exemple, le jeudi matin, on est le 24 février 1848, le jour de la proclamation de la République, le jeudi matin à 6h, nous nous levons et nous sommes terrifiés par la quantité d'hommes armés, de gardes nationaux avec eux, qui passent à chaque instant. Ils crient « Vive la Réforme », beaucoup d'entre eux crient même « Vive la République » et toujours « à bas Guizot ». Et le lendemain, elle comprend qu'il faut quitter la France pour se mettre à l'abri. Quitter la France, ce qui implique une séparation, qui va impliquer pour elle une séparation avec son père, donc elle va partir avec sa sœur et son frère, se mettre à l'abri en Angleterre, et elle raconte très précisément aussi la façon dont on envisage cet exil, dont on le met en place, qu'il y a des hésitations, comme très souvent, c'est-à-dire que d'abord il y a un moyen de transport qui est envisagé, puis finalement ça ne fonctionne pas, qu'elle elle va être accompagnée jusqu'à Boulogne, puis qu'elle va prendre le bateau. Elle raconte aussi très précisément comment elle vit sa première traversée de la Manche, absolument affreuse, et comment elle vit l'exil anglais, extrêmement tristement dans un premier temps. Donc on a aussi tous ces écrits finalement de personnalités qui ont été considérées comme souvent des personnalités marginales dans le grand récit qu'on a pu faire de ces événements politiques, mais qui nous permettent aussi finalement de réintroduire de l'humain aussi dans ces récits qu'on peut faire des révolutions, de la façon dont vivent les protagonistes de la révolution, mais aussi dans la façon dont vivent finalement ceux qui sont visés directement par les insurgés et par les révolutionnaires. Je te remercie. Maintenant, est-ce que tu peux justement nous parler de l'exil des familles révolutionnaires, en fait? Beaucoup de familles révolutionnaires vont être contraintes, tu l'as évoqué, à quitter la France ou d'autres pays, et donc comment le vivent-elles et comment elles vont chercher ou pas à entretenir aussi le sentiment révolutionnaire? Quels sont les contacts qu'elles peuvent avoir avec ceux et celles qui sont restés en revanche en France ou ailleurs? Oui, alors pour prendre un exemple de ces familles de révolutionnaires, de républicains contraints à l'exil en famille, j'aimerais développer l'exemple de la famille Raspail. C'est vraiment un exemple particulièrement frappant quand on veut étudier justement ce que deviennent les révolutionnaires réprimés, obligés de franchir des frontières, parfois obligés de franchir des frontières
seuls ou avec leurs femmes, leurs enfants. En l'occurrence, pour Raspail, ce sera un exil en Belgique, sans sa femme qui vient de mourir lorsqu'il peut s'exiler en Belgique en 1853. Alors, quelques mots quand même pour vous présenter François-Vincent Raspail, hein, qui est né en 1794, mort en 1878. Alors, c'est une personnalité d'abord qui... il faut rappeler qu'il est né dans une famille de royalistes. Donc là aussi, hein, des tensions internes à la famille ont été très très vives dans sa jeunesse. Qu'il est devenu donc ensuite évidemment le grand médecin et le grand républicain que l'on connaît, républicain dès la Restauration, donc très 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 tôt, hein, par rapport à la formation du parti républicain entre guillemets, puisque c'est pas un parti mais une toute petite minorité donc sous la Restauration. Et il va devoir s'exiler à la suite d'une condamnation qu'il a subie après le 15 mai 1848, donc sous la Seconde République, a lieu une manifestation, donc le 15 mai 1948, qui aboutit à l'Assemblée nationale. Et c'est un moment crucial pour la République. Et c'est un moment où les leaders de gauche et d'extrême gauche donc, essayent de faire peser, essayent de peser dans le sort balbutiant de cette République, donc, qui peu à peu devient plus conservatrice. Et au terme de cette manifestation, donc, François-Vincent Raspail est emprisonné, donc il est emprisonné jusqu'en 1853. Il n'a même pas le droit d'aller à l'enterrement de sa femme, qui a lieu en 1953 et qui va devenir aussi un moment très important de manifestation politique pour les républicains qui sont restés en France. Entre-temps, entre le 15 mai 1948 et donc la sortie de prison de Raspail, il y a eu évidemment le coup d'État du 2 décembre 1851, coup d'État qui va de fait mettre un terme à la République et qui est donc porté par Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir empereur un an plus tard. Et donc Raspail, lui, au sortir de la peine de prison qu'il a vécue ainsi, eh bien, est obligé de partir, de quitter la France, de partir pour Bruxelles. Bruxelles qui est une des grandes capitales qui a traditionnellement reçu effectivement les exilés français, qui avait déjà reçu beaucoup d'exilés conventionnels, d'anciens membres de la Convention sous la Restauration. Et bien là, typiquement, on a une histoire d'exil, une histoire de politisation aussi, qui se joue en famille. Et c'est ce que montre notamment l'article de Jonathan Barbier qui est sorti donc dans le numéro de revue que vous avez vu passer, sur lequel je m'appuie ici, puisqu'en fait c'est pratiquement tous les membres de la famille Raspail qui vont connaître l'exil à Bruxelles. Pratiquement tous, puisque Benjamin Raspail est lui aussi condamné à l'exil après le 2 décembre en raison de son engagement politique pour la République. Donc on a Benjamin l'aîné, Benjamin qui est celui auquel on doit la loi qui fera du 14 juillet une fête nationale, plus tard, sous la Troisième République. Camille, finalement, le deuxième fils de François-Vincent Raspail, est le seul qui ne va pas connaître l'exil, mais tous les autres enfants, Émile, Marie-Apolline Raspail, Xavier Raspail, le plus jeune, vont vivre l'exil, eux aussi, à Bruxelles. Alors, pendant l'exil, le père, François-Vincent, va entretenir une complicité politique extrêmement forte avec ses enfants. Il va les former. Il forme aussi bien les garçons que les filles, d'ailleurs. Il les forme à la fois politiquement et aussi scientifiquement, puisque donc, François-Vincent est un célèbre médecin et certains de ses enfants aussi vont devenir des ingénieurs et des médecins, comme par exemple Xavier. Pour François-Vincent Raspail, finalement, la famille va devenir aussi, comme pour beaucoup d'autres exilés, un repère essentiel. Il faut bien voir aussi qu'en situation d'exil, on n'a plus les mêmes liens que ceux qu'on avait auparavant. Les liens se resserrent, ils sont
centré surtout sur ce qu'on appelle donc la famille des proscrits, la famille des proscrits républicains qui se retrouvent entre eux, qui vont organiser des formes de sociabilité pour se retrouver, pour entretenir la mémoire de leurs engagements, pour penser aussi à la suite, évidemment. Mais malgré tout, on reste quand même dans une société où les liens se resserrent, diminuent, et où la famille devient un point de repère essentiel. Lorsqu'on est à l'étranger, lorsqu'on est finalement en vase clos aussi, avec ses enfants, dans ce contexte-là. Et cela, l'historienne Sylvia April, spécialiste de la proscription républicaine, l'a fort bien montré. Et donc, ce moment de l'exil, c'est aussi un moment, finalement, de resserrement des liens autour de la famille, autour de la cellule familiale, qui devient de plus en plus cruciale, à tel point que les valeurs familiales prennent aussi, finalement, une dimension qu'elles n'avaient pas forcément auparavant. Par exemple, François-Vincent Raspail va faire, justement, de la façon dont on se comporte quand on est un père de famille, un critère, finalement, pour sélectionner ses vrais ou ses faux amis. Typiquement, il va totalement changer de position par rapport à Blanqui, Auguste Blanqui, donc le célèbre enfermé, en considérant que Blanqui n'a pas été un bon père, qu'il a donc contredit toutes les valeurs familiales les plus essentielles. Un mauvais père, un mauvais mari, c'est le plus dur des égoïstes, le père et le fils le plus dénaturé. Je reprends ici la formule très dure de Raspail à l'égard de Blanqui. C'est vrai que si vous regardez dans les biographies de Blanqui le sort de sa progéniture, on se rend compte qu'il n'a pas reconnu tous ses enfants ou entretenu des relations visiblement assez distantes, voire assez absentes vis-à-vis de ses fils. Donc voilà pour vous dire un petit peu... pour introduire en tout cas un petit peu cette question de la famille et de l'exil, la façon dont l'exil modifie les relations familiales, resserre aussi parfois effectivement ces cellules familiales. Je te remercie. Donc tout à l'heure tu nous as parlé donc de Pauline Guizot et de son exil et des filles de révolutionnaires. Est-ce que tu aurais justement des exemples? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'exil est différent, bien sûr? Comment il est vécu par les filles de révolutionnaires par rapport à leurs frères ou pas? Voilà. Alors c'est une question très importante, puisqu'en effet, là aussi, les renouvellements très importants qu'il y a eu en histoire des femmes et du genre à la croisée de l'histoire politique du XIXe siècle ont conduit aussi à réévaluer le rôle de ces filles d'insurgés, de révolutionnaires, parfois elles-mêmes devenues de véritables révolutionnaires, mais dont le rôle a longtemps été aussi éclipsé. Alors pour rebondir, je reviendrai juste sur l'exemple de la famille Raspail. Typiquement, Marie-Apolline Raspail, donc la fille de François Vincent, va recevoir une éducation politique. Alors elle ne va pas devenir une grande figure politique, mais typiquement, quand on va voir les fonds privés Raspail, on peut mesurer à quel point son père aussi la forme politiquement là aussi. Il l'oblige, par exemple, à apprendre par cœur un poème qui s'intitule « L'exilé », qui avait une teneur républicaine très très forte. Donc là aussi, à travers les fonds privés, on peut voir aussi quelle est la place des filles et de l'éducation des filles en exil. Alors, d'autres exemples que je pourrais convoquer, cette fois-ci pas un exemple de révolutionnaire français, mais un exemple de révolutionnaire russe, Alexandre Herzen, qui est un grand révolutionnaire russe du XIXe siècle, qui a vécu en exil une grande partie de sa vie, comme beaucoup de révolutionnaires russes. Et il a donc plusieurs enfants, 3 enfants. Enfin, il y en a eu d'autres qui n'ont pas survécu, mais il arrive donc en France sous la monarchie de Juillet et il va vivre 1848 depuis l'Italie. Il revient ensuite à Paris, une fois qu'il apprend la nouvelle de la Révolution. Et vit en exil, donc, en France, une grande partie de sa vie à la suite de 1848. Il va avoir donc un fils qui s'appelle comme lui, Alexandre. Alors d'abord, il mise tous ses espoirs sur son fils, de manière assez traditionnelle. Et finalement, il se rend compte que la transmission ne se passe pas du tout, que son fils n'en a vraiment rien à faire de la politique, et que donc son fils, lui, va devenir professeur de physiologie, de médecine à Lausanne. Là aussi, la Suisse, un grand espace de refuge pour ses proscrits et ses enfants de proscrits au XIXe siècle. Donc un échec total dans la formation politique de son fils. Et finalement, en fait, celle qui va être la vraie continuatrice de sa pensée politique, c'est l'une de ses filles, c'est Natalia. Alors c'est la plus grande ici sur la photo de famille que je vous ai mise ici. Photo de famille où vous verrez qu'on n'a que le père et les enfants parce que la mère est tragiquement morte lors d'un voyage en bateau.
Et donc, ici, c'est une photographie qui est prise après la mort de la mère, qui, elle, avait aussi un rôle politique important. Et donc, Herzen se tourne vers sa fille, vers Natalia, dite Tata, qui va devenir véritablement la continuatrice de ses travaux, qui va être chargée parfois de petites tâches, pas forcément les plus nobles. Par exemple, elle va illustrer avec des vignettes, elle va donc dessiner des vignettes sur des tracts révolutionnaires. Elle va aussi, après la mort de son père, poursuivre l'édition du journal dont il se chargeait, qui s'appelle La Cloche, Kolokol, qui était donc le grand journal politique animé par Herzen jusqu'à sa mort en 1870. Et là aussi, grâce à des sources privées, on a notamment le journal intime tenu par Natalia Herzen entre 1869 et 1870, qui nous permet de reconstituer la façon dont elle va se frotter aux activités politiques, la façon dont elle est mêlée à ses cercles, dont elle s'intéresse aussi à la publication très concrète, très matérielle du journal. Une autre manière de faire la révolution, pas forcément sur les barricades, mais écrire des journaux, ça compte aussi beaucoup à ce moment-là. Un autre exemple de transmission aux filles, une transmission des idées politiques, des cultures politiques aux filles des exilés du XIXe siècle, peut être trouvé dans une autre famille qui m'intéresse beaucoup, qui est la famille Millet. Là, c'est une famille française, une famille de proscrits républicains qui sont partis après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851. Alors, dans la famille Millet, je vous présente le père, Félix, né en 1811, et la mère, Louise, elle n'est pas du tout née en 1882, mais en 1822. Donc, pardonnez-moi pour la petite faute de frappe. Alors, elle est née en 1822, et donc en 1851, au lendemain du 2 décembre, le père doit partir très brutalement en exil. Il doit tout laisser pour échapper à la répression. Et il va s'installer en Suisse. Donc, il s'installe en Suisse et il est séparé dans un premier temps de sa femme et de ses enfants. Il n'empêche qu'il va continuer à écrire à sa femme et ses enfants, et on a des traces de cette correspondance, notamment parce que la famille elle-même a gardé les lettres, ce qui est très rare. Donc on a des archives privées familiales qui contiennent encore ces lettres, et puis par ailleurs parce qu'une partie de ces lettres ont aussi fait l'objet d'une publication. Et donc on sait par exemple comment il va s'adresser à sa fille Alix. Alix Millet, donc, qui est encore en France, quand Félix lui écrit, il raconte en fait l'exil en Suisse. Alors il raconte l'exil en Suisse, on a l'impression en lisant sa lettre, j'habite une jolie ville située dans un des plus beaux pays du monde, entourée de hautes et ravissantes montagnes sur les bords d'un lac aux eaux bleues et transparentes. On peut avoir l'impression, effectivement, en le lisant d'abord, que c'est un séjour assez idyllique. Et la lettre se conclut en disant qu'il ne peut pas être heureux. Eh bien non, si tu ne devines pas pourquoi, demande-le à ta petite mère. Donc cette séparation familiale qu'il vit est un peu atténuée par les lettres adressées à sa fille Alix. Et on voit ici aussi le rôle très important joué par la fille dans ces histoires de transmission. Alix Millet, qui va recevoir elle aussi une éducation fourriériste, c'est une famille de républicains fourriéristes, et qui va, donc là je vous mets ici à la fois la publication d'une partie de la correspondance des Millet qui a été faite par l'un des membres de la fratrie issue du mariage de Louise et Félix, Paul. Et ici, vous avez donc l'arbre qui permet aussi de comprendre un peu le fonctionnement de cette famille avec ce couple et cette famille nombreuse, ces enfants qui vont peu à peu suivre le père à travers ces tribulations, même si pas toutes, puisque parfois, ils vont devoir connaître plusieurs séparations, au début de l'exil et puis un peu plus tard, lorsque le père Félix est expulsé de Genève pour aller s'installer temporairement en Angleterre. Et donc Alix, là aussi, n'est pas du tout laissée de côté dans l'éducation donnée par son père, qui est donc imprégné d'une idéologie qui veut qu'on éduque davantage de la même manière les garçons et les filles. Alix va donc, elle aussi, être éduquée politiquement par son père, et elle va plus tard devenir aussi une personnalité importante parmi les témoins
au féminin de la Commune de Paris, puisqu'elle va notamment écrire durant la Commune de Paris. Et ces écrits ont été récemment réédités aux éditions Libertalia, avec une présentation des textes par Michel Audin. Donc je vous mets ici la couverture, si vous voulez en savoir plus sur la suite de la vie d'Alix Millet, devenue Alix Payen. C'est la nuit, surtout que le combat devient furieux, une ambulancière de la Commune, qui est parue il y a 4 ans. Donc ici, vous voyez, on voit à travers ces différents exemples que finalement, les filles, dans certaines de ces familles, notamment celles imprégnées par les idées saint-simoniennes, fourriéristes, ne sont pas du tout laissées de côté, qu'elles ont un rôle important et qu'elles ont aussi parfois un rôle crucial en matière finalement de liaison assurée entre les différents membres de la famille. Au sein de la famille Millet, c'est Alix qui fait le lien avec son frère Fernand, qui lui va rejoindre l'armée de Garibaldi, un autre engagement révolutionnaire sur un autre terrain politique, qui va faire le lien avec Paul, qui va lui aussi s'engager dans la Commune de Paris et vivre à son tour l'exil au lendemain de la Commune. Donc vous voyez aussi que ces différentes formes de pratiques et de répression se reproduisent sur plusieurs générations, et avec son autre sœur, Louise, Jeanne étant donc la dernière sœur, le dernier membre de cette famille qui n'a pas survécu aux affres de l'exil, puisque la mère a dû la laisser chez sa nourrice avant de partir en exil en Suisse. Donc Jeanne était toute petite et elle n'a pas survécu, elle, à la séparation familiale en l'occurrence. Donc vous voyez aussi à quel point finalement on peut reconstituer le quotidien de ces familles qui ont été totalement bouleversées par la Révolution et par ses conséquences, par les répressions et par l'émigration qui en ont été la conséquence très souvent. As-tu rencontré des familles qui... Bonjour Virginie, merci. Qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas été toujours justement solidaires des chefs de famille révolutionnaires comment, voilà, est-ce que tu as beaucoup de cas ou pas de ces familles ? Oui, alors il y a effectivement des cas de famille qui ne s'entendent pas, qui se brouillent, notamment lors de l'expérience de l'exil qui est quand même complexe. On l'a vu à gérer lorsqu'on est parti en famille en exil. Donc je reprendrai là encore l'exemple des proscrits républicains français partis en exil après le 2 décembre 1851. Parmi ces nombreuses familles, vous avez par exemple la famille de Noël Magnier de Mongeau, né en 1812. Eh bien, il part en exil, il se réfugie lui aussi en Belgique, rien d'étonnant par rapport à ce que je viens de présenter, en 1852, fait des conférences populaires, donne des cours, et il part lui aussi en famille. Et là encore, c'est un de ses pères en exil qui avait tout misé sur son fils. Donc son fils, Raoul, qui est né en 1841, donc qui est tout petit au début de l'exil, une dizaine d'années. Et là aussi, on a des traces finalement des déceptions, des brouilles entre les différents membres de la famille grâce aux correspondances, notamment aux très nombreuses sources épistolaires laissées par les proscrits, par leurs amis. En l'occurrence, Naudiel Magnier de Mongeau donc, va se brouiller avec son fils, Raoul, qui a la mauvaise idée de devenir violoniste, puis chef d'orchestre, et enfin de rejoindre la France, alors même que son père ne souhaite pas, lui, rentrer en France durant le règne de Napoléon III, et va en quelque sorte participer à la fête impériale, que évidemment son père rejette, en rejoignant l'opéra sous Napoléon III. Donc vous voyez, il y a vraiment des familles qui vont aussi se briser. Typiquement la famille Magnier de Mongeau, où le père attendait que son fils reproduise l'éthos de l'exilé, et bien là c'est tout le contraire. Le fils revient à Paris et participe à l'opéra, participe à la fête impériale. Voilà, donc là c'est un exemple. Il y a des exemples encore plus finalement difficiles. Des exemples de brouille encore plus évidents. Je pense par exemple à un autre proscrit qui pour le coup n'est pas du tout connu, qui s'appelle Auguste Bravard. Auguste Bravard, qui est là encore une victime du coup d'État du 2 décembre, qui part en exil, cette fois-ci, lui, un peu plus original, en Argentine. Donc c'est un scientifique par ailleurs, un paléontologue, et il entretient une correspondance avec sa famille, notamment avec son fils, qui va totalement rompre avec ses idées républicaines et qui va s'engager dans l'armée impériale, ce que refuse totalement son père, évidemment,
à tel point que on sait que, grâce à certaines sources qu'on a pu retrouver, que Auguste Bravard va même jusqu'à souhaiter la mort de son fils pendant la guerre de Crimée, tant il s'oppose à l'engagement de son fils dans les armées impériales. Vous voyez, ça peut aller très très loin, et ça peut aussi avoir ça peut prendre la forme d'une violence verbale extrême, souhaiter la mort de son fils en raison de cette brouille et de cette divergence absolue entre le père et le fils. Et puis, un dernier exemple de brouille familiale au lendemain, cette fois-ci, de la Commune de Paris. Alors là, cette fois-ci, je ne parlerai pas d'un exemple réel, mais d'une fiction, d'un roman écrit par Lucien Descaves, qui s'appuie néanmoins sur des faits réels. Il raconte en fait le quotidien de deux anciens communards partis en exil en Suisse, Fonzine et Colomès. Colomès est l'époux, Fonzine est l'épouse. Et en fait, dans son roman, il met en scène une brouille familiale. Il raconte comment ce couple a une fille, Louise, qui est restée en France, elle, et qui s'est mariée avec un horloger de province. Donc déjà, pour eux, ça partait assez mal. Qui n'est pas du tout d'accord avec leurs idées, qui va leur reprocher d'avoir été des insurgés sanguinaires lors de la Commune, à tel point que le père ne veut plus entendre parler de sa fille et que la seule fois où il revoit son gendre, ils en viennent quasiment aux mains. Donc vous voyez, ces brouilles peuvent aussi aller jusqu'à des formes de violence physique qu'ici le romancier Lucien Descaves rapporte de manière totalement fictive, évidemment, dans son roman, mais en s'appuyant aussi certainement sur des faits vrais. Merci beaucoup, Delphine. Avant de donner la parole à Virginie, j'aurais une toute petite dernière question. Tu as évoqué donc tout à l'heure justement les procédures d'indemnisation. Comment les descendants justement de révolutionnaires se sont-ils engagés dans ces procédures, où certains ont préféré renoncer pour justement essayer de tourner la page? Alors, qui donnait les récompenses? Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la commission des récompenses nationales, eh bien, c'est une commission émanant du nouveau gouvernement qui donne la récompense, qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une médaille, ça peut prendre la forme de secours. Voilà. Là, en l'occurrence, il s'agit plutôt, je pense, des dossiers d'indemnisation, puisqu'en effet, sous la Troisième République, il y aura la mise en place d'une indemnisation pour les victimes du 2 décembre 1851. Et là, c'est une toute autre procédure, mais c'est aussi une procédure administrative. Donc il y a un parallèle, parce que là aussi, pour pouvoir bénéficier d'une indemnité comme victime du 2 décembre, il faut faire des dossiers. Et donc ceux qui font le dossier, ce sont parfois les anciens proscrits, parfois leurs descendants, qui disent « Eh bien, moi, j'ai été bouleversé dans mon quotidien par la répression qui a ciblé mon père, par l'exil que j'ai parfois vécu avec lui. » Et donc, là aussi, on a la parole des membres de la famille qui racontent très concrètement la douleur qu'ils ont pu vivre. Et le fait de dramatiser cette douleur, ça permet aussi parfois d'obtenir davantage. Donc c'est aussi, effectivement, il faut prendre ses sources aussi avec circonscription, parce que effectivement, on a ici parfois une dramatisation qui est liée aussi à la dimension très pragmatique de ces procédures, soit d'indemnisation, soit de récompense nationale. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'accueillir donc Virginie Linhart. Donc, au début de la séance, Virginie, je vous ai brièvement présenté. J'ai rappelé donc les titres de vos documentaires et de vos ouvrages. Je n'ai pas souligné, parce que j'attendais justement que vous soyez là, que vraiment la transmission est au cœur de votre travail, la transmission familiale, puisque vous êtes la fille donc d'un couple de militants révolutionnaires engagés en 68 et 70. Votre père, c'est Robert Linhart, donc normalien, agrégé de philosophie, intellectuel charismatique, qui est le principal fondateur du mouvement maoïste donc en France. Et donc un petit rappel, vous le ferez, mais en décembre 1966, je quitte le 19e siècle, donc il fonde l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninisme.
Et il va ensuite, il va y avoir une scission, et donc Robert Linhart va rejoindre la gauche prolétarienne qui a été fondée par Benny Lévy. Et donc cette gauche prolétarienne est un mouvement très très important dans les années 70, et elle va rassembler donc les plus grands intellectuels de l'extrême gauche. Votre père est aussi donc l'auteur de L'Établi, qu'il a publié donc en 1978 et qui raconte donc son expérience comme ouvrier à la chaîne à partir de septembre 1968 dans une usine Citroën, ouvrage qui a été adapté donc au cinéma il y a un peu plus d'1 an. Et donc comment l'engagement révolutionnaire politique de vos parents a-t-il influé sur votre vie et a été central dans votre construction et plus généralement dans les enfants, chez les enfants de mai 68, sur lesquels aussi vous avez consacré une enquête. Et j'aimerais aussi savoir le rôle qu'a pu jouer l'ouvrage Génération de Patrick Rothman et d'Hervé Hamon, donc qui a été publié en 2 tomes en 1987 et 1988, et donc qui raconte le parcours militant et révolutionnaire donc de leurs parents, des parents des enfants de 68, et qui mêle donc itinéraire collectif et personnel, social et politique, amoureux, amical, de ces jeunes hommes et de ces femmes qui, entre les années donc 1960 et 1975, se sont engagés. Donc qu'est-ce que ça a joué donc chez ces enfants? Quel rôle ça a joué chez ces enfants? Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions en l'une. Peut-être que je peux commencer par raconter que il me semble que ce qui caractérise, je dirais, ma génération par rapport à celle de mes parents, c'est que on n'a pas de nom précisément. La génération de mes parents, elle s'appelle la génération 68. Nous, on n'a pas de nom, on s'appelle pas. Et la génération, par exemple, de mes filles, de mes enfants, on peut dire que c'est la génération MeToo ou c'est la génération Instagram. Mais ça réfère à des identités génériques, et je pense que c'est par hasard si on n'a pas de nom. Je pense que on est une génération qui sommes nés dans le sillage de 68 et dans toutes les évolutions sociétales que ça a pu promouvoir. Pour le mieux d'ailleurs, comme la liberté de la contraception, la libéralisation de l'avortement, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, quoique bon, on reviendra sur cette question. Beaucoup de choses, je dirais qu'on a cru quand ma génération est arrivée à l'âge de 20 ans, 25 ans, sur le marché du travail et puis sur le marché des amours, etc. On pensait en gros que le boulot avait été peut-être fait. En tout cas, c'est ce que nous avait beaucoup dit la génération précédente, qu'ils s'étaient battus, qu'ils avaient obtenu des choses, ce qui est vrai, ils ont obtenu des choses. Il y a eu une révolution sexuelle, une révolution des mœurs, les premiers pas pour la libéralisation de l'homosexualité, etc. Mais nous, on arrive après la chute du mur de Berlin, dans un monde qui est un monde où il n'y a plus de références comme ça idéologiques fortes. Et où finalement la seule référence idéologique c'est l'individualisme, la réussite de soi-même. Voilà, c'est aussi l'époque du libéralisme triomphant. En gros, moi quand je faisais mes études, le modèle c'était Bernard Tapie, quoi. Donc bon, on est quand même très très loin de ce dans quoi on a été élevé. Et toute la question pour moi, beaucoup de mon travail, ça a été d'essayer de comprendre comment, en ayant été élevé dans des idéaux révolutionnaires, comment on se débrouillait
dans un monde qui n'avait plus rien de révolutionnaire et dont les attentes étaient même aux antipodes. Et peut-être aussi qu'est-ce qui restait en nous de tout ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et donc, ça a été en fait un de mes premiers travaux, mais c'est vrai que c'était une question qui me taraudait, puisque mon premier livre, qui n'est pas du tout un livre connu, s'appelle Volontaire pour l'usine. Et c'est un livre que j'ai fait alors que j'étais encore doctorante en sciences politiques à Sciences Po. Et en fait, j'ai utilisé l'argent de la bourse de la thèse pour faire une enquête auprès des anciens établis pour comprendre comment, à l'âge que la génération de mes parents avait quand je faisais Sciences Po, on décidait de quitter des milieux tels que Sciences Po, tels que l'école normale supérieure, les mines, etc., pour aller s'établir en usine et faire la révolution. Et bon, évidemment, c'est un peu lié à mon histoire personnelle, parce qu'il se trouve que mon père est tombé très malade quand j'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans, et que donc il s'est enfermé dans un silence qui fait que finalement tous ces récits, c'est moi qui ai dû aller les chercher auprès d'autres gens, c'est-à-dire que lui n'a jamais pu me faire le récit de son histoire, et du coup ça m'a entraîné très loin dans la recherche de récits divers et variés. Et donc dans un premier temps, c'est vrai que je me suis intéressée à la génération de mes parents, parce que je ne nous pensais même pas comme une génération. C'est maintenant que je nous pense comme une génération, et c'est maintenant que je comprends à la fois ce qui nous est arrivé et ce que nous avons à dire. Mais dans un premier temps, j'ai eu besoin, à 25 ans, quand j'étais à Sciences Po, d'aller retrouver d'anciens établis qui m'ont raconté l'histoire de leur établissement. Et donc ça a été mon premier livre sur l'expérience de l'établissement. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, j'ai eu envie de comprendre, c'était au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était un moment très troublant pour moi, parce que c'était un moment où 68 était très violemment remise en question, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on disait de manière comme ça publique que les 68ards s'en étaient mis plein les poches, qu'ils avaient tous des parachutes dorés, etc. Je me disais, bah alors ça, j'aurais bien aimé, mais bon, c'était, voilà, je voyais pas. Et puis il y avait aussi beaucoup d'anciens héros de mon enfance qui étaient derrière Nicolas Sarkozy. Voilà, André Glucksmann, Bernard Kouchner, etc. Et c'est vrai que ça m'a sidérée, en fait. Je me disais, mais en fait, je comprends pas, quoi. Il y a un truc que j'ai pas dû piger, mais c'est renforcé par le fait, évidemment, que comme mon père est tombé malade, lui, il est resté un petit peu dans son jus maoïste, si vous me passez l'expression, qui est pas très heureuse, mais quand même qui est assez parlante. Et donc, voilà, il n'a pas fait une très grande carrière. Il a écrit ce magnifique livre, qui est un livre de référence et qui est un livre très important pour beaucoup de gens. Mais voilà, les choses se sont comme ça arrêtées très tôt pour lui, au début des années 80. Et les années 80, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ça a été aussi l'arrivée au pouvoir de beaucoup de gens qui venaient de la mouvance de 68, mais enfin beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup, ça se compte sur quand même les doigts de 3 mains, quoi, mais maximum. C'était pas tous les 68ers qui s'étaient enrichis, qui avaient profité de l'arrivée de la gauche au pouvoir, etc. Et donc, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'aller voir les enfants qui, comme moi, ont été élevés dans ces idéaux révolutionnaires, qui ont connu
voilà, qui ont, je dirais, c'est une expression un peu grandiloquente, mais en même temps, elle est assez juste. On a vraiment vécu dans notre chair les années 70, c'est-à-dire qu'on avait des parents extrêmement politisés et militants, et la politique, elle tenait tout. C'est-à-dire que la politique, c'était avant tout. Et quand je parle de ça, j'ai l'impression que je suis aussi loin du monde que la commune. C'est-à-dire que voilà, la politique, elle passait avant le travail, elle passait avant l'argent, elle passait avant l'amour, elle passait avant la famille, elle passait avant la réussite professionnelle, etc. La politique, c'est ce qui faisait tenir tout. Et puis, quand ils ont arrêté d'être militants, tout s'est effondré. Donc, voilà, la plupart de ces couples ont divorcé parce que ça fonctionnait plus. Et puis après il y a eu la libération des femmes, la libération sexuelle et plein d'autres aventures. C'est pas le cas de ma famille, mais il y a eu des tentations, la drogue, toute l'aventure aussi libertaire des années 70. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans les années 90. Et là, tout le monde est devenu super riche. Et puis 68, c'est atroce. Et puis finalement, tout ce en quoi on a pu croire, ou en tout cas ce dont on a été témoin, est complètement vilipendé. Et j'ai eu envie d'aller interviewer d'autres enfants, je dis ça entre guillemets, comme moi, pour leur demander comment ils avaient vécu leur enfance révolutionnaire et quel était le rapport aujourd'hui à la politique, au monde, ce qu'ils en gardaient. Voilà. Oui, merci. Et parce que pendant longtemps, il y a eu une espèce de silence ou pas générationnel, et est-ce que progressivement, finalement, les enfants de 68 ont revendiqué une espèce de, entre guillemets, justement, de droit d'inventaire ou pas, et comment votre enquête aussi a-t-elle été réussie? Est-ce qu'elle a été bien accueillie par les parents, ou est-ce qu'elle a été mal accueillie? Voilà, est-ce qu'il y a eu cette transmission de 68 par vous, à travers votre enquête, quel a été son accueil? Alors moi, je dirais que, et je le dis en marchant sur la pointe des pieds et sur les œufs, quand je vois l'auditoire, je dirais que la spécialité de la génération 68, c'est pas la transmission. Ce que la génération 68 aime bien faire, c'est parler d'elle-même. Parler d'elle-même, de ce qu'elle a réussi, de ce qu'elle a bien fait, etc. Mais elle n'est pas totalement spécialiste de la remise en question, et même disons de la valorisation de la génération suivante. Je le dis très globalement, et en prenant des pincettes. Donc tout ça pour vous dire que quand j'ai écrit Le jour où mon père s'est tu, c'était quand même incroyable parce que j'ai fait une grande enquête. Les enfants, donc toujours entre guillemets, que j'interviewais, ils avaient entre 30 et 40 berges, parfois plus. Et il y a des parents qui sont venus m'engueuler comme du poisson pourri, quoi. En me disant, mais c'est quand même incroyable, comment est-ce que t'oses écrire des choses comme ça sur notre vie de famille, sur l'enfance de notre enfant et tout. Et donc, attendez, mais en fait, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont raconté ça. Et il y a des parents qui l'ont très mal pris. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant, en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça littéralement fascinant. Alors, je me souviens, je le dis parce que c'est rigolo, parce que, bon, paix à son âme, maintenant, il n'est plus là, et c'était quelqu'un qui m'était par ailleurs sympathique. Alain Krivine, il était ivre de rage. Il m'a traité de révisionniste. Et il a dit publiquement, la fille de Linhart est devenue révisionniste. C'était à peu près comme si j'avais pris parti pour le Vietnam Sud pendant la guerre du Vietnam, quoi. Vous voyez le truc. Et c'était incroyable parce que c'est sa fille Nathalie qui m'avait raconté qu'elle avait eu, enfin c'est pas, voilà, son père était tellement absent, etc. que elle avait rompu avec son milieu, qu'elle avait, je crois, même pas passé son bac et elle était devenue voyagiste, ce dont elle était heureuse, mais que l'on puisse dire chez les Krivine que c'était, voilà, parce
peut-être il y avait eu un manque d'attention, ça a été très mal perçu. Et voilà, il y a pas mal de parents qui n'étaient pas contents. Moi, j'ai estimé que j'avais super bien fait mon boulot, du coup, parce que en fait, c'était un livre sur les enfants et pas sur les parents, donc voilà. Et puis, il y a des parents qui ont été qui étaient sympas. Par exemple, un autre disparu, c'est toujours un peu triste parce que Roland Castro, je me souviens, il est arrivé avec un bouquet de fleurs comme ça, incroyable. Parce que j'avais fait aussi un film qui s'appelle 68, mes parents et moi, qui à partir de ce livre, Le jour où mon père s'est tué, et à la projection, il est arrivé avec un bouquet de roses incroyable. Et puis, quand ils étaient sortis de la projection avec Samuel, son fils, qui témoigne dans le livre, dans le film et dans le livre, ils ont été marcher, ils ont parlé toute la nuit. Voilà, ça c'était formidable. Mais Roland, c'était un maoïste libertaire. Et donc, c'était plus facile que les maoïstes ou les trotskistes. C'est-à-dire que voilà, il y avait les purs et durs, et puis il y avait les gens qui entendaient, qui avaient compris que derrière l'idéologie, il y avait autre chose. Il y avait beaucoup de... Il y avait du comportemental, etc. Mais je crois que j'ai commencé mon allocution sur cette petite anecdote de l'appellation, mais je crois que c'est pas neutre, finalement. Et non, on se revendique pas comme génération. Il n'y a pas de revendication de cette génération-là en tant que telle. Mais alors que tout le monde sait parfaitement ce que c'est que la génération MeToo ou la génération 68. Finalement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est, là pour reprendre ce que vous aviez écrit, ce qui se trouve sur le bandeau de votre dernier livre, c'est finalement à qui appartient l'histoire de 68. Les parents, elle appartient aux parents, mais elle appartient aussi aux enfants. Et le récit de 68 n'est pas uniquement le récit des parents. Et vous l'avez un petit peu dit, mais j'aimerais bien que vous... Est-ce que cet esprit de 68 donc, perdure ou pas chez les enfants, où il y a vraiment un rejet, ou justement dans votre enquête, vous évoquez parfois quelques cas aussi de refus du politique, et même vous, c'est le paradoxe, comme vous dites, vous avez fait des études de sciences politiques, mais vous fuyez quand vous faites vos études tout engagement politique, et par rapport à votre patronyme, vous avez tendance, justement, on vient vous voir, mais donc voilà, comment ça a perduré ou pas, cet esprit de 68 comment ça s'est transmis, ou au contraire, il y a un refus. Et puis même, vous, par rapport à vos enfants, à vos deux filles, à votre fils, comment vous leur en parlez, ou comment ça se transmet, là Alors, il est très difficile de transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Et donc, comme j'ai expliqué, je pense que ce qui définit beaucoup la génération 68, c'est qu'elle a pas été très forte sur la transmission, vraiment. Et notamment sur le dialogue avec ses propres enfants, pour plein de raisons. C'est pas, voilà, elle était prise aussi dans un mouvement... sociétale. En même temps, ça devait être super cool. Moi, j'aurais adoré vivre dans les années 70, carrément. Voilà, c'était quand même, on était quand même beaucoup plus libre. Enfin, voilà, c'était plus facile d'avoir du travail, c'était plus facile de vivre sa vie comme on voulait. En gros, de coucher avec qui on voulait. Il y avait plein de choses extrêmement positives et plutôt très gaies. Et on sait les années 70 et puis un petit peu les années 80 jusqu'à ce que cette horreur du sida arrive. Elles sont une parenthèse enchantée d'ailleurs qu'on ne retrouvera jamais sur voilà, la liberté des mœurs, la liberté de tout. Et évidemment, quand on a des parents comme les nôtres qui étaient très jeunes, c'est aussi ça, il faut parler aussi de la jeunesse des parents, c'est-à-dire que c'est aussi des parents, moi mon père il m'a eu, il avait 21 ans. Sincèrement, voilà, il se trouve que moi j'ai une fille de 26 ans, une fille de 22 ans et un fils de 18 ans. Tout le monde vit encore à la maison. Enfin, quand j'imagine le truc, et il n'y a pas longtemps, mon père m'a dit
cette phrase totalement incroyable. Il y a qu'un 68ard qui peut dire un truc pareil, enfin à mon sens. Il m'a dit, on a quand même beaucoup hésité à te garder. Merci. Bon, alors ta mère, elle pensait que c'était mieux de ne pas te garder. Merci. Alors moi, pleine d'espoir, parce que j'ai toujours cru que mon père... bon, je lui dis, mais toi, papa, toi, t'étais quand même pour. Genre, alors, on est peu de choses, hein. Et alors là, le mec me dit, j'ai bien hésité, parce que, écoutez bien, parce qu'il fallait que je rende ma chambre à l'école normale supérieure. Je me suis dit, dis donc, je l'ai échappé belle, quoi, tu vois. Alors, je lui dis, ah bon, t'as hésité parce qu'il fallait que tu... Il me dit, oui, j'étais bien et tout, à l'école normale, j'avais ma chambre, j'étais avec Jacques-Alain Miller, on se marrait bien. Je me suis dit, putain, mais vraiment, il doute de rien, quoi. Et je suis ressortie, j'avais le moral dans les chaussettes. Dans les chaussettes. Le jour suivant, vous me voyez là, j'ai fait que pleurer. Impossible d'envoyer un mail, mais je suis nulle, je suis la plus nulle de toutes, de tous, etc. De toute façon, donc je commence à pleurer. Il y a mes filles qui arrivent. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais la chambre, normale, sup, et tout. On me dit, mais n'importe quoi, mais enfin, mais t'arrêtes de parler avec lui, mais arrête de parler avec lui. Bon, voilà. Mais c'est ça la transmission. Moi, je transmets à mes filles, je leur raconte ce que je vais. Alors, est-ce que c'est l'esprit 68 j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que on a des formes d'engagement. La plupart des gens que j'ai interviewés, mais c'est très particulier aussi parce que et j'insiste beaucoup sur ça. Alors je suis désolée parce que j'ai pas entendu votre travail, mais moi j'ai pas fait un travail de sociologue, j'ai pas fait un travail d'historienne. J'ai été voir les enfants des parents qui en gros m'ont fumé quand j'étais petite, quoi. C'est-à-dire quand j'étais petite, ils fumaient leurs clopes en faisant la révolution, ils étaient tous à la maison. Et puis j'ai été voir les enfants. Mais les enfants, ce qui est marrant, c'est que je les connaissais pas. Je les connaissais pas parce que justement, il n'y avait pas de transmission. On faisait pas des goûters d'enfants de 68 ans. Alors là, je peux te dire. D'ailleurs, je me souviens pas de goûter, je me souviens même pas d'anniversaire, je me souviens pas de Noël. Bon, je pense qu'il y en avait, mais les enfants, c'était à côté, c'était un truc, c'était pas 68, c'était un projet politique. Les enfants, ils étaient dans la caravane du truc et ils étaient spectateurs du truc avec les bons côtés parce qu'il y avait des côtés vraiment rigolos et les mauvais côtés parce qu'il y avait des côtés vraiment pas rigolos. Divers et variés, ça on pourra revenir sur la question. Mais 68, c'était un projet politique, donc il n'y a pas eu une transmission de l'esprit 68. En revanche, parmi les gens que j'ai interviewés, et c'est vrai que moi j'ai interviewé des enfants, et pardon pour l'expression, mais vous allez comprendre, entre guillemets, de chefs, un peu de dirigeants. Mais c'est parce que c'était eux que je connaissais, et en plus, parce que vraiment, je ne voulais pas faire un livre scientifique. J'avais vraiment besoin... je voulais pas faire un livre scientifique parce que c'était pas ça que j'avais à dire, quoi. J'avais pas... Il y a une sociologue qui a beaucoup travaillé sur les enfants de 68, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Julie Pagis. Donc elle a fait un énorme travail. Voilà, elle a vu 150 enfants ou 200. Bon, moi, c'était vraiment pas mon truc. Moi, mon truc, c'était... En fait, je me rappelle de mon enfance. Il m'arrivait des trucs dingues dans mon enfance. À l'âge adulte, je vois que je fonctionne pas du tout comme mes parents. Donc ça, on pourra en parler avec le rapport aux enfants, être très attentive à ses enfants, ne jamais les laisser seuls. Une petite névrose sur le ménage tout à fait héritée de 68, c'est-à-dire qu'en gros, je ne peux jamais partir de chez moi sans avoir lancé une machine ou débarrassé une machine. Voilà. J'aime bien laver tout avant que la femme de ménage arrive parce qu'on ne sait jamais.
Enfin, truc de dingue, quoi. Et bon, voilà, ça, je sais très bien d'où ça vient, c'est-à-dire que ça vient du fait que c'était innommable chez moi. C'était un truc, c'était la folie furieuse, de bordel, de je sais pas quoi. On ouvrait un placard, il y avait l'Himalaya qui vous tombait sur la tronche avant de trouver quelque chose. Enfin bon, voilà. Mais je me perds un peu. Pardon, j'essaye de vous raconter. Alors, oui, alors ces enfants, eh ben, eux, en gros, ils n'ont pas milité. En gros, ceux que j'ai rencontrés, ils n'ont pas milité. Et ils n'ont pas milité globalement parce que aussi, nos parents ont beaucoup dit on a essayé de faire la révolution, on n'y est pas arrivé, ça ne sert à rien, c'est mieux d'être bon à l'école et de gagner de la thune, en gros, hein, pour dire les choses un peu rapidement. Enfin, moi, c'était surtout être bonne à l'école. L'argent, vraiment, chez moi, ça n'existait pas. Ce qui a été aussi un problème, figurez-vous. Dans le monde d'aujourd'hui, ça m'a valu quelques petites, voilà, quelques petits retours au réel un peu compliqués. Mais il y a une autre forme d'engagement, c'est-à-dire que Samuel Castro, dont je parlais tout à l'heure, il est urgentiste. Et il est aussi pompier et il est restaurateur. Enfin, vous voyez, bon, alors c'est quand même... voilà. Il y a Claudia Sénic, elle est économiste, elle travaille dans l'école de Thomas Piketty, etc. Enfin, il y a d'autres formes d'engagement, je dirais, mais en gros, la politique, il y avait une protagoniste qui disait ah non mais la politique je peux pas, ça m'a fait trop mal, elle m'a pris mon papa, elle m'a pris ma maman. Bon voilà. Et Delphine a aussi beaucoup parlé de l'expérience de l'absence, hein, justement, d'enfants révolutionnaires ou d'être seul, ce que vous racontez aussi. oui, voilà. Il y a une grande solitude. Oui. Ben, après ça allait aussi avec ça allait avec l'époque, c'est-à-dire que c'est vrai, bon, il y avait la jeunesse des parents. Moi j'oublie jamais ça parce que c'est quand même important. C'est pas exactement la même chose d'avoir des enfants à 20 ans que d'en avoir à 30, que d'en avoir à 40, quoi. C'est pas la même histoire. Il y avait pas du tout ce discours sur l'enfant. Voilà, il faut faire attention aux enfants, il faut, par exemple, c'est mieux, c'est pas forcément bien d'être tout le temps tout nu devant eux, ce serait bien qu'ils soient pas complètement au courant de tous les ébats sexuels de leurs parents, ce serait bien aussi ni pareil des engueulades, ce serait, enfin, voilà, que ce soit pas la porte ouverte à tout, qu'il y ait des domaines réservés, des intimités, etc. Bon, tout ça, ça s'est mis en place plus tard. Moi, ce qui me frappe beaucoup sur la génération de dessous la mienne, c'est que je trouve que c'est carrément trop. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les femmes de 35 ans, elles sortent plus, jamais. Enfin, elles sortent pas le soir, elles filent jamais leurs enfants au babysitting. Mais moi, j'ai dépensé une maison de campagne en babysitting. Parce que j'aurais jamais laissé mes enfants seuls, parce que j'étais seule. Et j'en ai vraiment beaucoup souffert et j'ai eu très très peur toute seule. Mais je claquais, mais grave pour les babysitting. Et ben, dans mon immeuble, par exemple, il y a des femmes, très bien, etc., machin. Elles ont des enfants. Moi, il y a mes enfants qui leur disent, bah, on fait des babysitting, mais j'aurais rêvé d'avoir une babysitter dans mon immeuble. Mais non, elles sortent jamais, elles laissent jamais leurs enfants. Un truc de fou. Bon, alors, effectivement, là, on est très très loin de 68. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné à mes enfants sur 68 ? Bon, ils sont bien au courant quand même. Hein. Dans la salle à manger, il y a une photo très belle de mon père en manifestation avec Danny Cohn-Bendit. Ma fille, en 3e, il fallait qu'elle fasse un devoir appliqué. Elle a fait une BD sur... elle se mettait en scène interviewant ses grands-parents sur 68, donc c'était très drôle parce qu'elle inventait le truc, etc. Elle a eu une super mauvaise note.
Elle était furax, moi aussi. Et je sais pas. C'est presque, c'est une sorte de décalque, c'est-à-dire que je crois et ceux que j'ai interviewés, on s'est tous beaucoup occupés de nos enfants. On a essayé de transmettre des choses parce qu'on avait eu le sentiment qu'on nous avait pas parlé. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi. C'est une chose à laquelle je réfléchis pas mal actuellement. Mais encore une fois, c'est vraiment lié à ce milieu d'où je viens. C'est que la parole, elle était utilisée pour la politique, en fait. Et la parole ne servait qu'à la politique. À convaincre, à contester, à s'opposer. Et finalement, ce qui me frappe, c'est que donc c'était des gens extrêmement forts en rhétorique, vraiment. Et ça, c'est resté. D'où le fait qu'ils ont parlé pendant très longtemps de ce qu'ils avaient vécu et fait, etc. Et en même temps, je crois que la parole n'avait de sens qu'à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est comme si la parole quotidienne, la parole de l'échange banal, la parole de la tendresse, toutes ces choses-là, c'était quand même beaucoup moins important et peut-être même ça valait pas la peine, quoi. Et oui, je pense ça c'est une chose qui me frappe, c'est à quel point cette génération, elle a verbalisé tout ce qui lui était arrivé, tout ce qu'elle a, tout ce pourquoi elle a lutté, tout ce qu'elle a gagné, tout ce qu'elle regrette, etc. Mais sans finalement jamais vraiment verbaliser l'intime, le quotidien, les choses comme ça. Et donc j'ai le sentiment que ma génération, elle s'est quand même construite un peu contre ça, en essayant. Mais je vous donne un petit exemple. Moi, par exemple, j'ai, à part les déjeuners avec mes grands-parents, je n'ai quasiment aucun souvenir de repas avec mes parents. Voilà, à table, enfin vraiment, mais c'est très très minuscule. Enfin, enfant, hein, après ça s'est arrangé, mais enfant. Et d'ailleurs, mon père, il n'avait pas de table, donc comme ça réglait déjà la question de un truc à table. C'était une cantine avec un tissu africain. Et voilà, on mettait, je sais pas, il mettait deux assiettes, mon frère et moi, et puis voilà. Et à un moment, mes enfants, donc on a 3 enfants, et à un moment, mon amoureux m'a dit bon ben on pourrait commencer à dîner avec les enfants le soir, parce que moi mon grand objectif c'était genre je couche tout le monde à 20h, parce que aussi les règles, machin, tout ce que j'avais pas à 20h, hop là, je veux plus vous voir, etc. Et carrément je lui dis quoi, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que vous voyez, je me disais, mais il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi on n'a pas un truc à leur dire? Je dis, mais comment on va faire? On va dîner tous les 5 à table. Et je revois ce truc. Pour moi, c'était vraiment. Et je lui dis, mais du coup, on va plus être tous les deux et tout. Il m'a dit, mais Virginie, bon. Écoute, maintenant, voilà, on va dîner. T'as rien à dire, et voilà, tout va bien se passer. Mais voilà, c'était comme ça. Je savais pas le faire. Et il y a plein de choses comme ça que je savais pas faire. Plein de choses que j'ai appris avec mes amis, avec mes amoureux, avec l'extérieur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.